Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 29 août. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des derniers mouvements expansionnistes de la Chine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Vous n'avez pas encore de compteur Linky chez vous? Eh bien attention, car vous allez bientôt devoir en payer le prix. Même si pour l'instant on a encore le droit de refuser l'installation de ce compteur intelligent, Enedis vient d'annoncer qu'à partir du 1er janvier 2025, les foyers récalcitrants devront payer des frais supplémentaires. Jusqu'ici, il suffisait de transmettre soi-même son relevé de consommation pour éviter la facturation. Mais dans quelques mois, ce sera terminé. La Commission de régulation de l'énergie a en effet décidé d'appliquer un traitement tarifaire spécial à ceux qui refusent le Linky. Ainsi, les ménages qui continueront de refuser l'installation du compteur Linky devront s'acquitter de frais liés au relevé de leur ancien compteur, qui s'élèveront à 64 € par an. Et du côté de l'économie, toujours, la préparation du budget pour 2025 par le gouvernement est confrontée à de sérieux obstacles. Pour rappel, Bruno Le Maire avait déjà annoncé d'importantes coupes dans les dépenses publiques pour faire face à la situation du pays. Et il est prévu qu'il fasse 20 milliards d'économies supplémentaires en 2025. Une situation assez inédite dans l'histoire du pays, sachant que le gouvernement doit rendre des comptes à Bruxelles et se conformer aux politiques de l'UE. Cependant, il est peu probable que les différents blocs politiques de l'Assemblée parviennent à tomber d'accord sur le budget. Si l'État se trouve dans une impasse, l'article 16 de la Constitution permettrait au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité de l'État. Cette mesure est destinée en principe à des situations de conflit armé ou d'insurrection. Et en parlant du président, Emmanuel Macron a accueilli les chefs d'État et les organisations internationales au Palais de l'Élysée hier, avant la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Plus de 2 millions de billets ont déjà été vendus pour les Jeux de 2024. Cette fois, la cérémonie d'ouverture des Jeux s'est déroulée sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Ils prendront fin le 8 septembre. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Alors, pendant que tous les regards se tournent vers les présidentielles américaines, le régime autoritaire le plus puissant du monde avance ses pions. Même s'il est secoué par d'intenses luttes de pouvoir en interne, le Parti communiste chinois continue son entreprise depuis des décennies. Et son ambition est claire, devenir la première puissance mondiale. Et surtout, devenir la première entité d'influence de la planète. Il faut dire que les démocraties libérales ne font pas preuve d'une grande force d'opposition. Dans les démocraties libérales, malgré les pressions, la liberté d'information et les contestations politiques facilitent l'accès à l'information. Mais en Chine, c'est totalement différent. Seuls les dissidents, quelques enquêteurs indépendants, dénoncent les crimes et les abus de pouvoir des élites. Sur ce point, le rapport de force est totalement inégal. Même sur les réseaux sociaux libres comme X, les déclarations du gouvernement chinois occupent la place. Dans ce contexte, beaucoup d'internautes se concentrent peu sur la Chine, alors qu'une forte tension se déroule en mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, je vous invite à observer quelques déplacements récents du Parti communiste chinois dans cette zone. Le 25 août, les Philippines ont accusé des navires chinois d'avoir percuté un bateau de pêche philippin et fait usage de canons à eau à son encontre près de l'atoll disputé de Sabina en mer de Chine méridionale. Le 19 août, les deux pays avaient déjà fait état d'une collision de navires battant pavillons chinois et philippins près de l'atoll Sabina. Le gouvernement philippin a dénoncé des manœuvres dangereuses des gardes-côtes chinois à l'encontre du bâtiment philippin, entraînant une panne moteur de ce dernier. Les tensions entre Pékin et Manille se sont intensifiées ces derniers mois, marquées par une série de confrontations en mer de Chine méridionale. Le PCC revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une région stratégique où plusieurs pays riverains ont des prétentions concurrentes. La Chine communiste ignore une décision de justice internationale datant de 2016, selon laquelle ces revendications ne reposent sur aucune base juridique. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2022 du président philippin Ferdinand Marcos, Manille affirme plus fermement ses prétentions de souveraineté, face à Pékin qui lui-même n'entend pas céder sur ses revendications. La Chine a mené le 7 août un exercice militaire en mer de Chine méridionale, près du récif de Scarborough, un îlot contrôlé par Pékin mais revendiqué par Manille, sur fond de tensions bilatérales récurrentes.
Cette confrontation Chine-Philippines alimente les craintes d'un potentiel conflit qui pourrait entraîner l'intervention de Washington en raison de son traité de défense mutuelle avec Manille. Du côté taïwanais, le président Lai Ching-te a prévenu le 21 août que l'autoritarisme croissant de la Chine ne s'arrêtera pas à l'île et a appelé les pays démocratiques à s'unir pour contrecarrer cette expansion. Cette déclaration intervient au lendemain de celle d'un haut responsable du Parti communiste chinois qui a affirmé que Pékin était confiant dans une réunification complète avec Taïwan, un territoire démocratique autonome que le régime chinois revendique comme sien, mais qu'il n'a jamais envahi depuis que Mao Tse-tung a instauré le Parti communiste chinois en Chine. Plus proche de nous, le Royaume-Uni a eu des relations tendues avec Pékin ces dernières années. Et les tensions concernent en premier lieu le renforcement du contrôle de Pékin sur l'ancienne colonie britannique de Hong Kong. Il faut savoir que maintenant à Hong Kong, les médias et les politiciens qui ne conviennent pas au Parti communiste chinois ne peuvent plus exercer leurs fonctions. Pour vous donner une idée, imaginez que tous vos réseaux soient interdits en France, qu'il n'existe aucune représentation différente du pouvoir en place, et que les seuls médias disponibles soient ceux du service public. Même sur Internet. Imaginez que le simple fait de brandir une pancarte qui critique le gouvernement vous emmène au commissariat. Sous ce genre de système, la pensée est totalement différente. Défendre le pouvoir en place, il devient comme une sorte de réflexe d'autoprotection. Pour en revenir au Royaume-Uni, Londres a également accusé Pékin de cyberattaques contre des élus et de violation des droits humains. Et ces menaces ne pèse pas uniquement sur le Royaume-Uni, mais pourrait aussi concerner la France, dont la relation avec Pékin reste ambiguë. En surface, la France est un pays rival, mais en profondeur, le PCC a des soutiens à gauche, au centre et à droite dans le monde politique, et possède beaucoup de zones d'influence indirectes. Alors, une question se pose. Le jour où le régime chinois décidera d'activer certains de ces mécanismes, la France et le peuple français seront-ils capables de s'en apercevoir? La question est posée. Gabriel, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à liker la vidéo. Cela pourra amener plus de personnes à découvrir nos émissions. Merci à vous. L'Ukraine a exprimé son inquiétude face au renforcement militaire de la Biélorussie à sa frontière. Kiev affirme que, sous couvert d'exercices militaires, la Biélorussie, alliée de la Russie, a massé des troupes, des armes lourdes et même d'anciens mercenaires de Wagner près de la frontière ukrainienne. Du coup, l'Ukraine met en garde la Biélorussie contre toute erreur tragique sous la pression de Moscou et exige le retrait immédiat de ses forces, menaçant de considérer les troupes biélorusses comme des cibles légitimes en cas de violation de sa frontière. Kiev s'alarme aussi des risques pour la sécurité de la centrale nucléaire de Tchernobyl, située à proximité de la zone de déploiement. Malgré les craintes, la Biélorussie est jusqu'à présent restée largement à l'écart du conflit, bien qu'elle ait soutenu la Russie. Mais évidemment, l'ouverture d'un nouveau front serait problématique pour l'armée ukrainienne, déjà en difficulté. Et dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé un plan pour mettre fin au conflit avec la Russie, qu'il souhaite présenter aux dirigeants américains. Depuis l'invasion russe en 2022, l'Ukraine a promis de récupérer tous les territoires perdus. Zelensky a souligné que toute négociation doit être juste pour l'Ukraine et a exprimé son intention de discuter de ce plan avec le président américain Joe Biden et d'autres leaders politiques. Le plan inclut la poursuite des opérations militaires dans la région de Koursk en Russie, visant à renforcer la position de négociation de l'Ukraine. Cependant, la Russie a rejeté l'idée de négociation tant que l'offensive ukrainienne se poursuit. Malgré les défis, Zelensky espère que ce plan ouvrira la voie à des pourparlers de paix futurs. Et de l'autre côté du monde, en Afghanistan, les lois talibanes concernant les femmes deviennent encore plus dures. La semaine dernière, les talibans ont adopté de nouvelles lois qui interdisent aux femmes de parler et de montrer leur visage en public. Ces lois, approuvées par le chef suprême, visent, je cite, à promouvoir la vertu et prévenir le vice. Volker Turk, chef des droits de l'homme de l'ONU, a vivement critiqué ces mesures, affirmant qu'elles réduisent les femmes à des ombres sans visage et sans voix. Les lois imposent aux femmes de se couvrir entièrement et interdisent désormais aux médias de publier des images d'êtres humains, hommes ou femmes. Les Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à cette situation, qui constitue une violation flagrante des droits humains internationaux.
Et à côté des droits humains, la santé physique, mentale et morale d'une partie du peuple canadien préoccupe. Le pays a actuellement le programme d'euthanasie qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Depuis sa législation en 2016, le nombre de Canadiens ayant recours à l'aide médicale à mourir a été multiplié par 13. En 2022, plus de 13 000 personnes sont décédées par euthanasie, soit 4% de tous les décès du pays. Pendant ce temps, les délais d'attente pour obtenir des soins de base peuvent atteindre 27 semaines, poussant certains à choisir l'euthanasie par désespoir. De son côté, le gouvernement Trudeau continue d'élargir l'accès à l'aide à mourir. Et on conclut cette édition en légèreté avec un peintre français précurseur du néoclassicisme, Joseph-Marie Vien. Sa carrière artistique, qui a débuté à Rome, a été marquée par des œuvres inspirées par l'Antiquité et par des compositions renouvelant le paysage artistique de l'époque. Cependant, le parcours de Joseph-Marie Vien n'a pas été sans embûches. Il a peiné à être reconnu à l'Académie royale, ses représentations de la nature étant parfois considérées comme trop simples. Cependant, il a été soutenu par le célèbre peintre François Boucher, qui a apprécié son talent. Son intégrité a finalement été reconnue à travers de nombreux postes académiques prestigieux, et il a réussi à maintenir son cap, malgré les événements liés à la Révolution. Ses élèves ont perpétué son héritage et ont contribué à consolider le néoclassicisme en France. La contribution de Vien à la peinture française a été cruciale, même s'il n'a pas été classé parmi les grands maîtres de l'histoire de l'art. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.